Bonjour, vous êtes là pour les news. Bah ça tombe bien puisqu'on va justement regarder ce qui s'est passé. Ces derniers jours, on a des RTX super possiblement en prévision. On a également la suite du feuilleton AMD Anti-Lag Plus et on a le Threadripper qui sortent de nulle part. Enfin bref, allons voir tout ça, allons-y, c'est parti. Alors souviendez-vous, la semaine dernière on avait parlé de l'Anti-Lag Plus, puisque ça commençait à causer problème dans certains jeux, principalement Counter-Strike 2 et Apex Legends. Alors l'Anti-Lag Plus, c'est la solution concurrente d'AMD au réflexe d'NVIDIA, c'est implémenté directement dans les drivers, et jusqu'ici ça ne fonctionne que sur les RX 7000. Et donc la semaine dernière, on a appris que l'Anti-Lag Plus, ça pouvait créer des bans sur Counter-Strike 2 et Apex Legends, parce que c'était détecté comme un cheat, puisque l'Anti-Lag Plus, en fait, ça interfère un petit peu les DLL du titre, et les systèmes anti-cheat, ils aiment pas trop ça, ce qui fait qu'il y en a certains qui faisaient un ban. Du coup, la solution d'AMD, c'était dans un premier temps d'enlever le dernier driver, et donc maintenant, on a vu apparaître le nouveau driver qui est exactement le même, mais là, AMD a juste totalement désactivé l'Anti-Lag Plus pour le moment. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que pour Counter-Strike 2, du coup, Valve a mis en place un check qui regarde au niveau des drivers si tout se passe bien, et il devrait commencer à débannir les gens qui étaient bannis jusqu'ici à cause de ça. Donc ça avance, ça c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions sur ce qui se passe dernièrement du côté de chez AMD, du côté de la division GPU, puisque c'est vrai qu'on a des lancements de pas mal de technologies en même temps, et on a un petit peu l'impression que c'est des lancements assez précipités en fait. Est-ce qu'AMD n'aurait pas juste dû prendre un petit peu plus de temps pour peaufiner un petit peu tout ça? Que ce soit le FSR3 qui apparemment manque encore de travail, je dirais, l'Anti-Lag Plus qui là crée quand même des problèmes dans pas mal de titres, et aussi la FMF qui est sortie dans une première version pas incroyable, qui a été patchée assez rapidement derrière. Enfin, est-ce que c'était pas juste mieux d'attendre un petit peu, que tout ça soit un petit peu plus mature, quitte à sortir un petit peu plus tard, hein. De toute façon, on attendait depuis tellement longtemps qu'on n'était pas à quelques semaines près, on va dire. Donc bref, on va espérer que tout ça, ça continue de s'améliorer, mais on espère vraiment que les gens qui avaient été bannis dans les différents jeux ne soient plus bannis le plus rapidement possible, et qu'AMD réussisse à faire fonctionner son Anti-Lag Plus, et qu'il communique peut-être plus un petit peu aussi avec les développeurs de jeux, puisqu'apparemment l'Anti-Lag Plus pour l'instant, dans les jeux multi, ça peut poser problème. Et donc pendant qu'on est chez AMD, on passe du côté des processeurs avec Threadripper qui fait son grand retour, je dirais, dans sa gamme non pro, puisque Threadripper n'avait jamais vraiment disparu, mais c'était la gamme non pro qui n'avait pas vu de nouveaux processeurs depuis la génération Zen 2 en fait, et c'était la seule génération qui était parue sur la plateforme TR4 il me semble, ce qui était quand même un petit peu borderline de la part d'AMD, puisque normalement à la base, ils avaient indiqué qu'il ferait plus d'une génération de Threadripper. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Tout simplement, ni plus ni moins parce qu'Intel n'était pas vraiment concurrentiel sur ce segment-là. Le segment HEDT, le high-end desktop, donc les PC de bureau haut de gamme. Et donc quand il n'y a pas de concurrence, on voit qu'AMD fait comme les autres, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils profitent un petit peu de leur situation dominante. Mais bref, pour Threadripper, alors il y a deux versions de Threadripper. On a toujours les Threadripper Pro, mais on a aussi maintenant le retour de la plateforme HEDT sur la plateforme TRX 50. La différence entre les deux, c'est principalement déjà le tarif. On a le nombre de canaux mémoire, c'est 8 pour la version Pro, c'est du quad channel pour le TRX 50. Au niveau du nombre de lignes PC Express, c'est différent également, puisqu'on a un split qui peut aller jusqu'à 92-88, et jusque 48 lignes PC Express 5.0 pour la version TRX 50, là où sur la version Pro c'est 148, 144 et jusqu'à 128 lignes PC Express 5.0. Donc c'est plutôt là-dessus que se fera la différence, puisqu'en dehors de ça c'est quasiment exactement les mêmes processeurs. Donc cette nouvelle génération de Threadripper, ça sort pour fin novembre, et on a 3 processeurs qui ont été annoncés ici. Le 7960X, le 7970X et le 7980X. En gros, ce qui change le plus entre les trois, c'est le nombre de corps, tout simplement. C'est la même génération que les processeurs en Ryzen 7000 actuels, donc ce sont les mêmes processeurs en fait, c'est juste que là on en a plus à chaque fois. 24 corps 48 threads, jusqu'à 64 corps 128 threads pour le 7980X. Le cache augmente en conséquence, et au niveau des fréquences, c'est le même comportement que sur la plateforme de PC de bureau, à savoir qu'AMD indique un boost maximum quand on a le système de refroidissement qui va bien, mais selon ce que l'on a, ça peut être légèrement en dessous la plupart du temps.
350 watts de TDP pour les 3 processeurs, et on voit que pour le 7980X, on est à 5.1 GHz maximum au lieu de 5.3 pour les autres, tout simplement parce que ça rentrait sûrement pas dans le TDP de 350 watts avec une fréquence plus élevée pour le 7980X. Au niveau des performances, alors AMD a présenté ça en face du W9 3495X, donc c'est le Xeon de chez Intel qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en Sapphire Rapids, 56 corps, là c'est 64 corps pour le 7980X. Sans grande surprise, AMD nous montre qu'ils sont au-dessus des processeurs d'Intel ici, même si sur certains d'entre eux, on voit qu'on est vraiment tout juste au-dessus. Et AMD a également montré un slide avec les performances par rapport à la génération précédente de Threadripper Pro qui était sur Zen 3. Et on voit que bon, les performances sont bien au-dessus, sans grande surprise. Alors, évidemment, hein, c'est un marché de niche, ça ne nous concerne pas, je dirais nous, joueurs, entre guillemets. Pour partir sur ce type de processeur, il faut en avoir besoin, il faut bosser avec, sinon ça sert absolument à rien, puisque même du côté gaming, ça ne sert à rien. Le 7800X 3D fera mieux que ces 7980X, hein, c'est pas les 64 corps qui vont vous offrir des performances en jeu. Évidemment qu'on peut jouer avec ces processeurs-là, mais ça risque de pas être incroyable, ça devrait être relativement similaire à ce qu'on trouve avec les Ryzen 7000 non X3D. On a également un petit tableau récapitulatif entre les Threadripper Pro et les Threadripper non Pro. Bon, comme on peut le voir, hein, la grosse différence, c'est les histoires de ligne PCI Express, les canaux DDR5 et machin, et aussi le tarif, puisqu'on voit que le TR 7980X non Pro, qui est en 64 corps, 128 threads, il est à 5000 $, là où la même version en Pro, c'est 7350, donc c'est quand même significativement moins cher sur la nouvelle plateforme HEDT. Pareil, hein, pour le 7960X, ça commence à 1500 $, et le 7970X, c'est 2500. Et on paye clairement plus cher au plus on a de corps ici. L'autre truc qui va coûter un bon paquet aussi, c'est les cartes mères, bien évidemment, puisque pour avoir ces nouveaux gros processeurs, il faut la carte mère qui va avec, le nouveau socket, et la plateforme TRX 50. Bon, alors il y a Gigabyte qui a montré une de leurs cartes mères, alors comme on peut le voir ici, bon, on a le gros socket, et autour du socket, on retrouve les emplacements de la RAM pour le quad channel. C'est différent de ce qu'on retrouve sur les cartes mères de PC de bureau, où les 4 barrettes de RAM sont alignées. Autre changement, ça doit être au niveau de l'étage d'alim, hein, puisque là on nous demande un TDP de 350 watts. Il faudra évidemment envoyer bien plus de courant vers la carte mère. Donc de ce côté-là, ça va être forcément plus costaud. Et on nous annonce aussi un prix beaucoup plus costaud, hein, puisque les cartes mères devraient coûter aux environs des 1000 balles. Donc ça se destine clairement pas à tout le monde. Donc bref, pour les joueurs ça sert strictement à rien, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant ici, c'est de voir que la concurrence a du bon, puisqu'il a quand même fallu qu'Intel relance une plateforme sur le segment HEDT pour qu'AMD s'y remette aussi. Et c'est quand même un petit peu dommage d'avoir entendu aussi longtemps pour y revenir, puisqu'il y avait un petit public pour cette plateforme, même si c'est un public niche, ils étaient en demande. Et il a fallu qu'Intel revienne pour qu'AMD s'y remette également, ce qui est quand même un petit peu dommage. Toujours chez AMD, mais maintenant du côté des cartes graphiques. Alors souvenez-vous, la fois dernière, j'avais parlé des 6000 à 750 GRE. On avait entendu dire qu'il y aurait un modèle 12 Go, et le jour même, AMD a annoncé les deux modèles de cartes qui vont sortir, puisque du coup, il y en a deux, et pas une seule. On avait eu des rumeurs sur un modèle 10 Go et 12 Go. On pensait qu'il n'y en aurait qu'un, mais en fait, il y en a deux. Donc, il y a les deux. Et comme on peut le voir ici, les tarifs, c'est 270 $ pour le modèle 10 Go, et 290 $ pour le modèle 12 Go. Et déjà, rien que là, on se dit... quel est l'intérêt du modèle 10 Go quand le modèle 12 Go coûte uniquement 20 balles de plus? Il n'y a quasiment aucune raison de ne pas mettre ces 20 balles de plus, le tarif est vraiment trop proche entre les deux cartes. Alors après, au niveau des modèles GRE, là ça va fonctionner de la même façon que pour la 7900 GRE, à savoir un lancement en Chine au détail, et dans le reste du monde ça passera par les intégrateurs système, puisqu'on trouve par exemple des 7900 GRE chez Memory PC, il me semble, en Allemagne. Donc, pas hyper intéressant pour nous dans l'ensemble, d'autant plus que comme on peut le voir ici au niveau des specs, la 6750 GRE, c'est ni plus ni moins qu'une 6700 XT, au même tarif actuel que la 6700 XT. Et la 6750 GRE, c'est une 6700 10 Go. C'est exactement les mêmes cartes, donc ça n'a strictement aucun intérêt. C'est juste un changement de nom, avec les tarifs similaires à ceux qu'on a déjà actuellement. Donc ok, ça sert à rien quoi. Et on enchaîne ensuite côté rumeurs avec les RTX 4000 Super, dont on entend parler de plus en plus dernièrement. Alors je rappelle, les rumeurs, c'est des rumeurs. Ça pourrait peut-être se vérifier par la suite, mais on n'en sait rien. C'est pas à prendre pour argent comptant. Donc ne faites pas de plan pour la suite en vous disant il y aura des RTX 4000 Super qui vont sortir.
c'est possible que ce soit le cas, comme ça ne pourrait jamais arriver. Donc on a eu 2 rumeurs qui sont passées la semaine dernière, une en provenance de Hongqin 2020, ou je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Lui, il nous parle de plusieurs 4000 Super, une 4080 Super, une 4070 Ti Super et une 4070 Super. Alors le TI Super, ça me laisse un petit peu perplexe. Après tout, pourquoi pas, mais c'est jamais arrivé jusqu'ici. Et en parallèle de ça, on a eu une autre fuite, enfin une autre rumeur en provenance de Megasize GPU, qui lui nous indique qu'il pourrait y avoir une 4070 D6 et une 4070 Super. La 4070 D6, ce serait la même que la 4070 actuelle, mais avec de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X. Ce qui pourrait être intéressant, puisqu'elle pourrait venir, je dirais, remplacer avantageusement les 4060 Ti actuelles, sous le segment en dessous des 500 €, qui n'est pas franchement terrible chez Nvidia à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne la 4070 Super, elle serait selon lui basée sur la puce AD103, soit la même qui équipe la 4080 à l'heure actuelle, donc on aurait un bus 256 bits et 16 Go de VRAM, ce qui pourrait la rendre quand même plutôt sympathique, puisque si elle a plus ou moins les mêmes performances que la 4070 Ti actuelle, mais avec 16 Go de VRAM et un bus mémoire plus large, ça nous amènerait un petit peu plus proche de ce qu'on aimerait avoir en tant que 4070, je dirais, ou 4070 Ti. Donc, reste encore à voir les tarifs, puisque c'est un petit peu ça qui rendra ces cartes-là intéressantes ou pas. Après, au niveau des rumeurs, personnellement, je pense qu'il y a de grandes chances que ça arrive, puisque, comme je le dis depuis le début, c'est vrai que cette gamme, cette génération RTX 4000, elle ressemble énormément à la génération RTX 2000, puisque pour rappel, la génération 2000, elle était arrivée suite à une grosse période de demande avec le minage de crypto-monnaies, une demande qui baisse fortement au moment de la sortie de la nouvelle génération, et les RTX 2000, quand elles étaient sorties, c'était pas hyper intéressant au niveau du prix par rapport au GTX 1000 à la même époque, qui était proposé à un tarif bien plus agressif, bien plus intéressante. Bon là c'est vrai qu'en ce qui concerne les tarifs agressifs pour les RTX 3000, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, Nvidia avait dû réajuster ses tarifs pour les RTX 2000, puisque je pense que les ventes n'étaient pas terribles. Je pense que c'est un petit peu la même chose ici pour les RTX 4000, vu les tarifs qui sont pratiqués. Je pense que les ventes ne sont pas aussi bonnes que ce qu'NVIDIA aimerait voir pour l'instant. Pour moi, ce serait logique qu'il y ait un réajustement tarifaire global, puisque c'est un petit peu à ça que ça sert la gamme Super. C'est pour baisser les tarifs, sans pour autant baisser le tarif officiellement sur les cartes qui sont déjà sorties en fait. Donc c'est un petit peu un tour de passe-passe marketing pour pas tout simplement juste baisser les prix. Donc on verra bien ce qui pourrait se passer, mais c'est vrai que déjà là comme ça, une 4080 basée sur la D102, un petit peu similaire à ce qu'on avait supposé pour la 4080 Ti, avec 20 Go de RAM par exemple, pour remplacer la 4080 actuelle, ça pourrait être intéressant, ou plus intéressant que la 4080. Pareil en ce qui concerne les 4070 Super et 4070 GDDR6, ça pourrait remplacer certaines références qui sont pas franchement tip-top à l'heure actuelle. Donc dans l'ensemble, pourquoi pas, mais ça pourrait être intéressant. Et en plus de ça, si les tarifs sont pas si dégueux que ça aura aussi un impact sur les tarifs de chez AMD. Donc quoi qu'il arrive, si ces cartes-là sortent, ce sera bénéfique pour nous d'une façon ou d'une autre. Et en parlant de compliqué, on a les specs pour Alan Wake 2 qui sort la semaine prochaine, qui vient d'être annoncé. Et ça pique, surtout du côté GPU, puisque comme on peut le voir ici, la configuration minimale, alors au début j'avais pas fait gaffe, il y a une petite subtilité dans l'histoire, pour du 1080p détail low, en 30 fps, on nous demande une RTX 2060 ou une RX 6600. Au niveau de la puissance, les deux cartes, c'est relativement cohérent. Au niveau de la VRAM, on nous indique 6 Go. Par contre, vous le voyez ici, on nous indique que c'est avec le DLSS ou le FSR2 en mode Quality. Donc ça veut dire que déjà là, pour le 1080p, ces deux cartes-là n'arriveraient pas à maintenir les 30 fps constants en natif. Ce qui est quand même assez costaud. Du côté du processeur, on nous demande un i5 7600K minimum ou l'équivalent chez AMD, 16 Go de RAM et aussi 81 Go sur un SSD. Pas de disque dur ici encore une fois, comme c'est de plus en plus souvent le cas. Pour la configuration recommandée, pour du médium en 1440p 30 fps, on nous demande une RTX 3060 ou une 6600 XT avec 8 Go de VRAM, avec DLSS et FSR2 en mode balance, donc en réalité c'est plus ou moins équivalent au 1080p Quality. Donc bon, on nous demande des performances en plus pour le 1440p, c'est plutôt normal. C'est vrai qu'au niveau de la qualité d'image, en réalité entre les deux, c'est relativement similaire. Mais pour le médium 1080p 60 fps, on nous demanderait une 3070 ou une 6700 XT, toujours 8 Go de VRAM, avec le DLSS ou le FSR2 en mode balance. Et donc là, on fait de l'upscaling à partir du 540p, je crois. Donc c'est vraiment pas terrible du tout.
et on nous demande au niveau du processeur un Ryzen 3700X. Et au niveau processeur, ben, c'est le plus performant qui nous est demandé ici, le 3700X, ce qui voudrait dire que le jeu semble plus gourmand côté GPU que processeur. Et pour jouer en détail élevé, la configuration ultra en 4K 60 fps, on nous demande une 4070 ou une 7800 XT, et on nous demande 12 Go de VRAM. Donc ça veut dire aussi que pour jouer en détail élevé, puisqu'on nous demande de faire un upscale à partir du mode performance, donc c'est du 1080p natif, ben ça veut dire que pour jouer en détail élevé, même en 1080p, il faudrait 12 Go de VRAM. Donc là aussi, ça pourrait poser problème de ce côté-là pour certaines cartes. Et en ce qui concerne le ray tracing, alors on a le ray tracing médium, le ray tracing classique, et on a deux autres settings en path tracing. Bon, là ça va être encore une fois, c'est compliqué. Pour du 1080p 30 fps avec upscaling en mode quality, une 3070 ou une 6800 XT. Je dirais qu'au niveau de ce qui est demandé, au niveau des performances, c'est relativement cohérent. En réalité, de ce côté-là, je suis pas spécialement surpris, mais c'est quand même déjà assez gourmand. Avec le path tracing, par contre, bon là on passe évidemment à quelque chose de beaucoup plus gourmand, c'est beaucoup plus compliqué, puisque pour avoir du 1080p 60 fps, on nous demande une RTX 4070, 12 Go de VRAM, upscaling en mode quality, et pour le path tracing en détail élevé en 4K 60 fps, une RTX 7080, 16 Go de VRAM, avec du DLSS FSR2 en mode performance, là aussi upscaling à partir du 1080p. Par contre, ce que les configurations ne disent pas pour le mode path tracing, ben c'est est-ce que c'est avec le frame generation ou pas. Bon, ça on aura l'occasion de le voir plus tard, mais bon, à la vue des specs ici, c'est monstrueux. Alors j'espère vraiment que le jeu sait le justifier, je dirais, du côté de ce qu'il affiche à l'écran, puisque là c'est quand même absolument énorme, hein. C'est plus gourmand, je dirais, que Cyberpunk et tout ça, donc c'est vraiment très très costaud. Donc j'espère que c'est pas encore une fois utiliser l'upscaling pour pallier au manque d'optimisation, même si c'est probablement ce qui est en train de se passer. Mais bon, ça risque de piquer, et comme je le disais dans une autre vidéo il y a pas longtemps, malheureusement c'est une tendance qui risque de devenir de plus en plus fréquente, hein, ça, puisque malheureusement les développeurs, quand on leur donne, je dirais, un moyen d'avoir plus de performance pour un coût visuel qu'ils ne jugent pas forcément hyper élevé, ben ils vont l'utiliser. Et c'est pas toujours l'utiliser en bien. Parfois c'est juste parce que ça permet de pas se faire chier à optimiser, tout simplement. Donc bref, on verra bien ce que ça donnera quand on pourra tester le jeu. Et on espère aussi accessoirement que le jeu lui-même soit bien, puisque pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et pour terminer vite fait, on a également un Steam Deck Lite qui a été annoncé. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu d'un APU AMD, c'est un APU Intel, puisqu'on est sur du Meteor Lake H, donc la nouvelle puce de chez Intel qui va débarquer sur les PC portables dans pas longtemps, avec du Intel Arc 5. Donc intéressant, puisque c'est pas la même configuration qu'on a l'habitude de voir dernièrement. Donc c'est vrai que je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait donner d'un point de vue performance, tout ça, parce que ça pourrait être intéressant. C'est une alternative, je dirais, aux APU d'AMD. Et c'est intéressant de voir qu'Intel s'y intéresse un petit peu plus à ce segment-là. Donc après tout, pourquoi pas, un petit peu plus de concurrence, c'est plutôt cool. À voir maintenant les performances en pratique. Et puis, voilà, je pense qu'on a un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les trucs pénibles de YouTube, la page Ko-fi, tout ça. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!